C'est Patsy qui vous parle. Vous savez Patsy, un des collaborateurs de Nick Carter. Je vais vous raconter une enquête que Nick Carter a menée seul avec moi au cours de l'automne 1913. Figurez-vous donc, au milieu d'un après-midi d'octobre, McCluskey, chef de la police de l'État de New York, téléphona à son vieil ami Nick Carter pour lui demander de courir à Hastings, banlieue située à 12 kilomètres de New York, au sujet d'un cadavre qu'on venait de découvrir dans la forêt. Nick et moi nous sautons dans l'auto et à 50 à l'heure nous fonçons vers Hastings. Peu après, nous nous trouvions devant le cadavre en question qui gisait au milieu des feuilles mortes. Quel âge avait-il? 75 ans. Oh, c'était un beau vieillard. On lui en donnait 60. Et il fallait le voir conduire son automobile. Hein. Oui, c'est cette de Dion-Bouton que je vois là-bas. Oui. Il l'avait fait venir de France parce qu'elle allait plus vite que les autres. Il conduisait comme un casse-cou. Pauvre parrain. Alors, messieurs, quelles sont vos conclusions? Il a une balle dans la tempe droite. Je me demande vraiment pourquoi il s'est suicidé. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'est suicidé? Parce qu'il tient encore son revolver dans la main. Oui, enfin ça, c'est pas une preuve suffisante. Parce que... Il a pu tout bonnement être assassiné. Assassiné? Oui. Peut-être nous trouvons-nous en présence d'un crime maquillé en suicide. Allons donc. Mais supposez que cet homme ait eu un revolver dans son auto. L'assassin peut le lui avoir pris. Il lui tire à bout portant une balle dans la tempe droite, il lui glisse l'arme encore chaude dans la main droite, et il s'enfuit. Mais pourquoi l'aurait-il tué? Ah ben ça, c'est ce que nous allons essayer de savoir. Bon, commençons par regarder ce qu'il y a dans ses poches. Patsy? Oui? Veux-tu m'aider à le retourner? Bien sûr. Merci, parfait. Ah, tiens, il n'y a pas de portefeuille. D'habitude, il l'a toujours sur lui. Ah, on l'a peut-être tué pour le lui voler. Crime crapuleux? Oui, ça m'en a toutes les apparences, mais ne concluons pas trop vite. Voyons l'autre poche intérieure. Des lunettes, oui. Les poches extérieures, maintenant. 3 boules de gomme et un papier. Tiens. Comment vous appelez-vous déjà, monsieur? David Hornby. Très bien, merci. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Non, excusez-moi, secret professionnel. Voyons maintenant les poches du gilet. La montre. Hein. En tombant, il a écrasé le verre. Et les aiguilles se sont arrêtées à 3h21. L'heure de sa mort. Aucun doute là-dessus. Heureusement qu'il y a un bon Dieu pour faciliter la tâche des détectives. J'aimerais, monsieur David Hornby, que vous nous répétiez exactement ce que vous avez déclaré aux policemen d'Hastings. Je leur ai dit que je venais de découvrir le cadavre de mon parrain. Vous avez spécifié en quelles circonstances? Naturellement. Il devait venir me voir aujourd'hui, chez moi, à 3h30. Oui. J'habite Hastings, à 10 minutes d'ici. Et lui? Lui, il habite New York, 15e avenue, numéro 14. Je l'ai attendu jusqu'à 3h35 et, ne le voyant pas venir, j'ai été brusquement saisi d'une angoisse, d'une espèce de pressentiment que je ne pourrais pas expliquer, mais à un point tel que j'ai dit à ma femme, je vais au-devant de lui. Mais vous saviez par où il devait arriver? Oui, il venait toujours avec son auto, et je lui avais indiqué un raccourci où il ne passe jamais personne. Tiens, quelle utilité! Il était ravi quand il pouvait pousser l'accélérateur à fond, sans risquer d'écraser un piéton. Oui. Et comment êtes-vous allé au-devant de lui? À pied? Oui. J'ai pas d'auto, moi. Oui. Alors, vous vous êtes engagé dans le raccourci, et puis? Et puis, après 10 minutes de marche, j'ai aperçu la de Dion-Bouton, arrêtée, et la portière ouverte. Je m'approche, personne. J'appelle, pas de réponse. Je commence à trouver ça inquiétant. Je cherche, et je finis par découvrir ici, dans les feuilles mortes, mon pauvre parrain tombé dans la position où vous l'avez vu en arrivant. Et qu'avez-vous fait? Quand j'ai vu le revolver, le sang qui avait coulé et son immobilité, j'ai compris qu'il était mort, alors je n'ai touché à rien, et j'ai couru avertir la police d'Hastings. Bien. Comment s'appelait-il? Cyril Fairfax. Il laisse une veuve? Sa femme est morte l'année dernière. Des enfants? Il n'a plus aucune famille, sauf un neveu à qui j'ai téléphoné. Il n'était pas à son bureau. J'ai demandé qu'il rappelle la police d'Hastings. On lui dira d'aller me rejoindre chez son oncle à New York. Maintenant, il faut que j'aille prévenir Lisbeth. Lisbeth, qui est-ce? Sa petite bonne. Il l'aimait beaucoup. Elle est entrée à son service il y a 5 ans. Oui. Voilà la voiture qui vient prendre le corps. Bon, monsieur Hornby, nous filons avec vous au domicile de votre parrain, si vous voulez monter dans mon auto. Volontiers, merci. Et voilà l'affreuse nouvelle, ma pauvre Lisbeth.
C'est pas croyable. Quand je pense que monsieur est parti tout à l'heure si gai, si plein d'entrain, il m'a pincé la taille. Il me passait tout le temps, en me disant « Au revoir, Lisbeth, à ce soir. Rapportez-moi 4 tranches de jambon d'York. L'automobile, ça creuse. » Parce qu'on est peu de choses, tout de même. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est suicidé. Oh ben, vous voyez, c'était écrit. Il devait finir de cette façon-là. Vraiment? Pourquoi? Son père est déjà mort comme ça. Son père s'est suicidé? Oui, il s'est pendu. Oh. Monsieur m'a raconté ça un jour que j'avais trouvé un bout de corde que j'allais jeter. Il m'a dit, veux-tu laisser ça? Ça porte bonheur. C'est comme ça que j'ai appris comment avait fini son père. Son grand-père, ça a d'ailleurs été du pareil au même. Ah, le grand-père s'est pendu aussi? Pas du tout. Ah bon? Il s'est fichu à l'eau. Ah. Ce qu'on a écrit sur le suicide par atavisme, c'est donc bien vrai. Mais Monsieur Fax avait-il déjà tenté de se suicider? Non, parce qu'on le surveillait. Mais 2 fois dans sa vie, il y a déjà pensé. Lui-même, il me l'a dit. Vous étiez sa confidente? Il m'aimait bien, parce que je le faisais rigoler. Il avait des moments où il ne demandait qu'à blaguer. Là, ce qu'il pouvait me faire enrager, ça l'amusait, le pauvre vieux. Et puis, il y avait des moments où il avait l'air de porter un mort en terre. Il broyait du noir et ne pensait qu'à se suicider. Il avait des raisons? La première fois que ça l'a pris, ça a été à la suite de coups de bourse désastreux. Mais il était riche. Très. Il avait été chercheur d'or et il était tombé sur un filon considérable. Oui, et pourtant cette maison est belle, sans plus. Il avait des goûts très simples. Et à une autre occasion, il a encore voulu se suicider. Oui. Quand sa femme a appris qu'il avait une maîtresse. Il aimait beaucoup cette pauvre madame, et il ne supportait pas l'idée de lui avoir fait de la peine. Ah, le jour où il a rencontré cette créature, il aurait mieux fait de se casser une jambe. Et vous parlez de la maîtresse? Oui. Elle l'a volé à cette pauvre madame. Il faisait si bon ménage. Quand il rigolait avec moi, elle ne lui en voulait pas. Moi, je faisais partie de la famille. Tandis que l'autre... Vous comprenez, c'était un faible. Ça va faire 10 ans que cette saleté l'a mis le grappin dessus. Je suis sûre que c'est à cause d'elle qu'il s'est suicidé. Expliquez-nous ça. Elle l'a, comme on dit dans les livres, envoûtée. Oui, envoûtée, c'est le mot. Oh, on ne sait pas qu'elle soit belle. Le corps n'est pas vilain, mais la figure. Un pékinois. Et mauvaise avec ça, une teigne, et coléreuse. Tenez, il n'y a pas 15 jours, dans ce salon, elle a giflé monsieur devant moi. Comment gifler un vieillard? Pourquoi ça? Parce qu'il voulait pas se marier avec elle. Il en avait peut-être peur. Il l'avait dans la peau, oui. Quel âge a-t-elle? Elle vient d'avoir 30 ans. Évidemment, la pauvre madame, à son âge, elle ne pouvait pas lutter. D'autant plus qu'elle, l'amour, ça ne l'avait jamais beaucoup intéressée. Alors forcément, quand monsieur a rencontré la Léonore, et qu'il s'est aperçu qu'elle avait drôlement de la conversation, elle l'a empaquetée en moins de 2. Elle s'appelle Léonore? Oui, Léonore Campbell. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Rien. Je pense que mon parrain subvenait largement à ses besoins. Alors pourquoi refusait-il de l'épouser? Parce que sur son lit de mort, madame lui a fait jurer qu'il ne se remarierait jamais. Ah oui. Il a juré? Ah, ça, je peux le dire. J'écoutais à la porte. Et depuis, la Léonore lui faisait des scènes terribles. Et ce pauvre monsieur était pris entre sa promesse faite à madame et l'envie qu'il avait de se marier avec cette garce. Bon. Cet après-midi, à quelle heure Monsieur Fax est-il parti d'ici? À 3h moins le quart. En automobile? Oui, Seul? oui. Il devait aller chez monsieur David. Chez moi, c'est ce que je vous ai dit. Oui, oui. Et puis après, il devait rejoindre monsieur Arnold, son neveu, à la maison de campagne que monsieur venait d'acheter. Et où est cette maison de campagne? Pas très loin d'Hastings, à White Plains. Il a sorti l'auto. J'ai fermé la porte du jardin. Et c'est à ce moment-là que la Léonore s'est amenée. Ils se sont embrassés. Oh oui, monsieur, en pleine rue, devant les gens du quartier. Ils ont discuté le coup pendant un bon moment. J'ai pas pu entendre ce qu'ils disaient. Puis elle est montée dans l'auto et ils sont partis. Où habite cette mademoiselle Campbell? À 2 pas d'ici, dans la 23e rue. Elle a le téléphone? Monsieur lui a fait mettre. Elle voulait pas pour pas qu'il l'appelle à tout bout de champ et qu'il contrôle ce qu'elle faisait. Mais il a tellement insisté. Ça a encore fait une scène qu'elle a dû en passer par là. Quel est son numéro? 245-87. Merci. Allô, mademoiselle, je voudrais le 245-87, je vous prie. Allô?
Allô, le 245-87, je voudrais parler à mademoiselle Campbell. Elle n'est pas là? À quelle heure va-t-elle rentrer? Bon. Alors, sitôt que vous la verrez, demandez-lui de venir d'urgence ici, chez monsieur Airfax. Oui, il vient de lui arriver quelque chose de grave. Oui, un accident. Je compte sur vous, hein. Merci. Maintenant, dites-moi, mademoiselle, reconnaissez-vous ce revolver? C'est celui de monsieur. Il était toujours dans son auto. Oh, le pauvre monsieur. Quand je pense que c'est avec ce machin-là qu'il s'est tué. C'est pas possible qu'il me repasse plus jamais. Ah bah, il faudra vous faire une raison. Il était si heureux d'avoir acheté cette propriété à White Plains. On devait quitter New York au printemps prochain et aller s'installer définitivement là-bas. Il s'agit de cette propriété que je vois là, hein, sur cette photo. Oui. C'est d'ailleurs en montrant cette photographie à monsieur que le monsieur de l'agence a décidé monsieur à visiter. Il était revenu emballer. Il y avait de quoi. Regardez ça. Vous entrez par cette belle grille. Vous suivez cette allée du milieu entre deux pelouses. Et au fond, vous trouvez la maison avec un chêne sur la droite qui a plus de 100 ans. Et à gauche, au milieu d'un parterre de fleurs, une grande statue de marbre qui représente une femme avec un chien. On se croirait dans un château en Angleterre. Et moi, j'avais une belle chambre derrière. Oh, c'était trop beau. Qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là? Tiens, deux policemen avec un jeune homme. Il a les menottes. Bonsoir, monsieur Carter. Ah, Brown, comment ça va? Bonjour. Moi, ça va. Mais c'est ma femme qui fait une coqueluche, oui. Oh, c'est pas grave. Bon, j'espère que non. Vous connaissez Smith, hein? Ah oui, bien sûr. Bonsoir, Smith. D'où nous sortez-vous cet aimable jeune homme? De la forêt d'Hastings. Bien, vraiment? Oui, on l'a aperçu qui rôdait dans le coin où le vieux gentleman a été assassiné. Alors on a flairé quelque chose, on l'a interrogé, il a fichu le camp. Alors on l'a menacé de lui tirer dessus. Et il s'est arrêté? Dans ce cas-là, vous continuez, vous? Comment t'appelles-tu, mon petit bonhomme? Bon, d'abord, je suis pas votre petit bonhomme. Quel âge as-tu? 17 ans. Et comment t'appelles-tu? Teddy Jackson. Ah. Alors dis-moi, Teddy, qu'est-ce que tu faisais dans cette forêt? Je me promenais, j'ai bien le droit. Un mardi après-midi, tiens. Tu ne travailles donc pas? Je fais mes études, mais en ce moment, je suis fatigué. Ah oui. Allez, recommence pas tes boniments, va. Il nous a tout avoué, monsieur Carter. C'est le fils d'un commerçant de Philadelphie. Il s'est sauvé de chez lui. Monsieur voulait vivre sa vie. Seulement au bout de 2 jours, il a plus eu un sou, alors il a volé ça, quoi. Cet appareil photographique? Oui. Mais dis donc, ça vaut cher un machin comme ça? C'est ce que je me suis dit. Et l'ennui, c'est qu'au fond de l'étui en cuir, le propriétaire avait collé sa carte de visite. Ça, je l'avais pas vu. Et qui est le propriétaire de cet appareil? Monsieur Cyril Airfox, 15e avenue, numéro 14. Ah. C'est pourquoi on est venu ici d'Ardard. C'est le vieux gentleman dont on a trouvé le cadavre cet après-midi? Oui, oui. Ah bah vous voyez, on a pensé que ça vous intéresserait de bavarder avec ce petit voyou. Mais vous avez très bien fait. Merci, Brown. Lisbeth, Monsieur? reconnaissez-vous cet appareil? Bien sûr, c'est celui de monsieur. Il faisait de si belles photos avec. Merci. Maintenant, mon petit Eddie, tu vas me raconter dans quelles conditions tu l'as volé. Oh, voler, c'est tout juste si on m'avait pas invité à le prendre. Quoi? Madame, je marchais dans la forêt quand j'ai vu une auto arrêtée et la portière ouverte. Personne autour. Et sur la banquette, tout seul, là, cet appareil photo, j'ai eu qu'à tendre la main. Vraiment? Comme je vous le dis. Aussi, pourquoi est-ce que les gens laissent traîner leurs affaires? Ah bah oui, ça, hein, pourquoi? Et pour le portefeuille, comment ça s'est passé? Le portefeuille? Quel portefeuille? Celui que tu as volé à monsieur Airfax. Moi? Mais j'ai pas pu voler de portefeuille, j'ai vu personne. Allons, il faudrait pas me prendre pour un débutant. Hein. Tu veux que je te dise, moi, comment les choses se sont passées? Oh, allez-y, amusez-moi. Eh bien, après l'appareil photo, tu t'es mis à fouiller dans l'auto. Et tu as mis la main sur le revolver. Là-dessus, monsieur Airfax revient, tu prends peur, tu tires, tu lui voles son portefeuille et tu maquilles ton crime en suicide. Un garçon comme toi, ça lit les journaux, ça connaît tous les trucs. Oh, ce qu'il faut entendre. Ce que je dis, c'est pas vrai? Mais c'est faux, archi faux. Je le souhaite très sincèrement, mon petit. Parce que j'aime bien les gosses. Mais pas dans l'exercice de mon métier. Si je pouvais ne plus jamais te retrouver dans des histoires de genre, ça me ferait bien plaisir, crois-le. Bon, où étais-tu cet après-midi à 3h21? À 3h21. Oui, quand monsieur Airfax est tombé. Je sais pas, moi. Oh. Ah si, attendez. J'ai bu un gin dans un saloon, tout de suite avant d'entrer dans la forêt. Ah, lequel? Oh, je me rappelle plus. Quoi, il n'y avait pas un nom sur la devanture? Non. Oh non. Oh si, attendez. Même que c'est un drôle de nom qui m'a fait rigoler. Dis vite. Oh, au cheval qui pleure. Au cheval qui pleure. Tu notes ça, Patsy? Oui, c'est gravé dans ma tête.
Et il y avait une vieille horloge derrière le comptoir. Une horloge où tu as remarqué qu'il était 3h21. Enfin, à quelques minutes près. Eh bien, nous irons vérifier ton alibi. Et je nous souhaite à tous les deux que tu n'aies pas menti. Tenez, regardez dans le jardin qui c'est qui s'amène. C'est Léonore. Vous connaissez cette femme? Oui, mais je l'évite le plus possible. Chut, la voilà. Messieurs, la bonne m'a fait part de votre coup de téléphone. Que se passe-t-il? Monsieur s'est suicidé. Qu'est-ce que vous dites? Ce n'est pas vrai. Il s'est suicidé et il est mort. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. C'est ma faute. Tout est ma faute. Vous, monsieur, qui êtes-vous? Nick Carter, détective. Nick Carter. Ah oui, je vois. J'aimerais vous poser quelques questions. Je vous écoute. Au début de cet après-midi, à 3h moins le quart, vous êtes monté dans l'auto de M. Airfax. Comment le savez-vous? Je vous ai vu. M. Airfax comptait sortir seul, je crois. Oui. Il devait être à 3h30 chez son filleul à Hastings, puis rejoindre son neveu Arnold dans la propriété qu'il venait d'acheter à White Plains. Oui, nous savons tout ça. Alors j'ai dit à Cyril que je voulais aller avec lui parce que j'avais à lui parler. Et nous sommes partis. Je me suis laissé dire qu'il existait entre vous et lui des liens de grande affection. J'étais sa maîtresse et je n'en rougis pas. Donc, vous êtes parti avec lui. Mais auriez-vous été reçu à Hastings chez M. Hornby? Ah, ça non, par exemple. Tiens, vous êtes là, vous. Soyez tranquille, David, je serai resté dans l'auto. Regardez, M. Carter, comme il me déteste, celui-là aussi. Autant qu'Arnold, le neveu de mon pauvre Cyril. C'est bien simple, tout le monde me déteste. Pourtant, ces deux-là pouvaient me considérer un peu comme de la famille. Depuis 10 ans que j'assiste à toutes les cérémonies. Mariage, baptême, enterrement. Oh, de loin, bien sûr, derrière des piliers. Un jour, il faudra que quelqu'un écrive sur les sacrifices de la maîtresse cachée, qui est plus l'épouse que l'épouse légale. M. Airfax, mademoiselle, est mort cet après-midi à 3h21, très exactement. Où ça? Dans la forêt d'Hastings. Et vous le savez aussi bien que moi. Comment le saurais-je? À ce moment-là, je n'étais plus avec lui. Permettez-moi d'en douter. Et moi de mettre les points sur les i. Je vous écoute. Pendant que je roulais avec Cyril, la conversation est revenue sur la volonté que j'avais de l'épouser. Cette prétention était bien légitime, car enfin, ce n'est qu'auprès de moi qu'il a connu le vrai bonheur. Et cela pendant 10 ans. Une fois l'autre morte, ne trouvez-vous pas que ça n'aurait été que justice qu'il m'ait enfin donné son nom? Pour hériter des sous, pardi. Moi? Je suis plus riche que lui. Oh, laissez-nous rire. Personne ne sait que j'ai été obligé de lui prêter à plusieurs reprises des sommes importantes. Il m'a signé des reconnaissances de dette. Et le moment venu, je les montrerai à qui de droit. Il faudra bien alors que M. Arnold de Joyce, héritier, me rembourse ce que son oncle me devait. À ce moment-là, on verra s'il gardera sa superbe. Oui, eh bien, pour le moment, mademoiselle, j'aimerais que nous revenions sur ce qui s'est passé au cours de cette conversation dans l'auto. J'ai démontré une fois de plus à Cyril qu'il avait le devoir de m'épouser pour satisfaire mon amour et mon honneur. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il ne pouvait pas. Qu'il avait promis à sa femme de ne pas se remarier. Des bêtises, quoi. La moutarde m'est montée au nez et je lui ai dit d'arrêter l'auto. Il n'a pas voulu. Alors j'ai coupé le contact. Il a bien fallu qu'il s'arrête. Je suis descendu. Et je lui ai crié « Adieu pour toujours, tu ne me reverras plus jamais !» J'ai tourné une rue et je me suis caché dans une porte. Je l'ai vu qui me cherchait. Un vieux de 75 ans qui court après une jeune femme, c'est grotesque. Et ne m'ayant pas trouvé, il est remonté dans son auto et il est reparti. Maintenant, je comprends très bien ce qui s'est passé. Tout en roulant dans la forêt, il a pensé à la vie qu'il allait avoir tout seul, sans moi. Il n'a pas résisté et il s'est tiré une balle dans la tête. Une balle. Tiens, comment le savez-vous? Vous me dites qu'il s'est suicidé? Bon, il aurait pu se pendre, dans une forêt. Vous saviez qu'il avait un revolver? Oui, naturellement. Alors, selon vos dires, où étiez-vous quand vous vous êtes quitté? À Brompton, à 3 kilomètres de la forêt. Quelle heure était-il? 3h10. Comment le savez-vous si exactement? Parce que je suis allé à la gare qui était à côté, et j'ai attendu à peine 10 minutes le train de 3h20 qui m'a ramené à New York. J'aimerais en avoir la preuve. Interrogez l'employé du guichet où j'ai pris mon billet. On a souvent bien voulu me dire que lorsqu'on m'avait vu une fois, on ne pouvait pas m'oublier. Je comprends ça. Alors. Souhaitons-le. C'est votre unique planche de salut. Que voulez-vous dire? J'aimerais pour vous que l'alibi que vous venez de me donner soit exact. Pourquoi?
Parce qu'il se pourrait, mademoiselle, que M. Fairfax ne se soit pas suicidé. Parce qu'il se pourrait, mademoiselle, que M. Fairfax ne se soit pas suicidé, mais qu'on l'ait assassiné. Quoi? Vous me soupçonnez d'être la meurtrière? À mes yeux, tout le monde est coupable. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Mais d'abord, pourquoi l'aurais-je tué? Vous êtes très violente. Un coup de colère. Ou peut-être un certain besoin d'argent. Je ne comprends pas. Pensez-vous, mademoiselle, que je crois un mot de ces reconnaissances de dettes signées par M. Fairfax? Ça n'a été pour lui qu'une manière de vous léguer de l'argent tout en évitant de vous faire payer des impôts. C'est une infamie. Mais non. À propos, dites-moi donc, nous avons récupéré cet appareil. Savez-vous quelles photos ont été prises avec la pellicule qui est encore à l'intérieur? Oui. Ce sont des photos de moi sur la pelouse de la nouvelle propriété de White Plains. Parfait. Patsy, tu les feras développer. Hein? Oui, patron. Et nous les montrerons à l'employé qui était au guichet de la gare de Brampton. Puisse-t-il vous reconnaître, mademoiselle? Oh, attends, Patsy, attends. Oui? Je crois qu'il reste encore de quoi faire quelques clichés. Teddy, passons sur cette terrasse, je vais te prendre en photo, toi aussi. Pourquoi faire? Pour montrer les épreuves au cheval qui pleure. En espérant que tu auras laissé un souvenir assez durable pour que ton alibi soit confirmé. Allons-y. Attention, ne bouge plus. Voilà, merci. Tiens, voilà Monsieur Arnold. Le neveu. Encore un qui se croit sorti de la cuisse de Jupiter. Et dire que mon pauvre Cyril ne jurait que par lui. Bonjour, messieurs. Il y a aussi des dames. Je suis Nick Carter, détective. Oh, Monsieur Carter, je vous reconnais bien, oui. J'ai dîné plusieurs fois à votre club. Je suis Arnold Joyce, le neveu de Monsieur Fairfax. Ah, je suis atterré. Oui, en rentrant à mon bureau, j'ai trouvé le message de David. J'ai téléphoné à la police d'Hastings qui m'a appris l'affreuse nouvelle. Que s'est-il passé? Pourquoi s'est-il suicidé? On ne sait pas. Monsieur Carter, lui, parle d'assassinat. D'assassinat? Non, je n'affirme rien. Enfin, il y a différentes petites choses qui me chiffonnent. J'essaie de voir clair et ce n'est pas facile. Oui, si je peux vous aider. Merci. Vous étiez, je crois, le seul membre de la famille de M. Fairfax. Oui. Donc, son seul héritier. Oui. Dites donc, Monsieur Carter, vous n'allez tout de même pas supposer que j'ai assassiné mon oncle pour hériter plus vite. Mon devoir, cher monsieur, est de faire toutes les suppositions, même les plus invraisemblables. Dans ce cas, ne vous gênez pas. Vous saviez que votre oncle avait un revolver dans son auto? Oui, bien sûr, il ne s'en cachait pas. Et où étiez-vous cet après-midi à 3h21, au moment où votre oncle mourait? En train de l'attendre dans sa propriété de White Plains. Qu'étiez-vous allé faire là-bas? Je suis architecte, mais depuis quelques années, je me suis adjoint à une autre branche, oui. La création de jardins. Ah. Hier soir, je suis revenu de Montréal, où j'ai été créer des jardins à la française dans le palais d'un riche exportateur de fourrure. Bravo. Aussitôt rentré à New York, j'ai téléphoné à mon oncle pour avoir de ses nouvelles. Il m'a appris qu'il venait d'acheter une propriété à White Plains. Et il m'a demandé d'aller dès aujourd'hui voir si je pourrais lui suggérer des modifications pour son jardin. Et il pensait m'y rejoindre à 4h30 au plus tard, devant passer chez son filleul à 3h30. Oui. J'ai étudié le jardin et j'ai attendu mon oncle vainement. Ne le voyant pas, je suis reparti vers 5h. Quelqu'un peut-il témoigner de votre présence là-bas? Malheureusement, non. Comment, il n'y a pas de gardien? Non, ce matin, j'ai envoyé ici mon cycliste prendre les clés de la propriété. Mais dites donc, Monsieur Carter, si personne ne peut prouver que j'étais là-bas, vous n'allez tout de même pas me faire des ennuis. Non, je ne pense pas. Savez-vous combien votre oncle a payé cette propriété? Non, il ne me l'a pas dit. Non. À White Plains, le mètre carré ne doit pas être donné. Dites-moi, la maison est en meulière ou en pierre de taille? Bon, vous savez, moi, je me suis surtout intéressé au jardin. J'ai relevé des cotes, crayonné les premières modifications possibles. Enfin, je n'ai pas perdu une seconde. Au fait, Monsieur Carter, me permettez-vous une remarque? Mais je vous en prie. Vous envisagez la possibilité d'un assassinat, et vous avez probablement de bonnes raisons pour cela. Mais vous ignorez peut-être que le suicide de mon oncle n'est pas surprenant, étant donné la lourde hérédité qui pesait sur lui. Ah oui, son père et son grand-père se sont suicidés, je sais. Ah, très bien. Je vous ai d'ailleurs apporté des lettres qu'il m'avait écrites aux deux époques où il voulait mettre fin à ses jours. Tenez, d'abord celle-ci, quand il a perdu en bourse la valeur d'une petite fortune. Et cette autre, après un coup dur sentimental avec sa femme. À propos de sa maîtresse. Oui, nous savons. Ah bon, je vois que vous êtes très au courant. Ça m'épargne un exposé qui n'aurait guère été à l'avantage de mademoiselle. Insultez-moi, j'ai l'habitude. Mais patience, une surprise vous attend chez le notaire. Ah oui, laquelle? Non, arrêtez, je vous prie, ces propos oiseux. Monsieur David Hornby, dites-moi plutôt ce que votre parrain allait faire chez vous cet après-midi. Il venait sans but précis. Ah. Il y avait très longtemps qu'il n'avait pas vu ma femme. Oui, une simple visite d'affection, ça.
Oui. N'aviez-vous pas contracté une dette envers lui? Une dette? Non, je ne vois pas. J'ai pourtant trouvé ce papier dans la poche du mort. Qu'est-ce que c'est? Un reçu de 10 000 $ que vous avez signé à M. Airfax. Ben oui, c'est vrai. Mais cet emprunt devait rester strictement secret. Je sais, moi, pourquoi vous vouliez que votre parrain garde le silence. Non mais dites donc, vous de quoi vous mêlez-vous? Monsieur Carter, David Hornby, que vous voyez là, était comptable dans une maison de commerce de New York. Vous allez la boucler? Oh, faites-moi le plaisir de rester tranquille. Continuez, mademoiselle. Il a volé 10 000 $ dans la caisse de son patron. Saleté! Il a volé 10 000 $ parce qu'il passait ses soirées dans des tripots et qu'il était dans une série noire. Et son patron, Bonbougre, a promis de ne pas porter plainte à condition d'être remboursé immédiatement. Alors mon pauvre Cyril, qui était la bonté même, a prêté la somme à son filleul pour qu'il n'aille pas en prison. Ouais. Mais il y a déjà plus d'1 an qu'il aurait dû rentrer dans ses fonds. Ce monsieur a demandé si souvent des prolongations que j'ai poussé Cyril à faire vendre ses meubles s'il ne lui rendait pas ses 10 000 $ aujourd'hui même. Ah, c'est donc à ce sujet que vous deviez vous voir. Oui. Étiez-vous en mesure de rembourser? Non. Pourtant, vous lui aviez dit au téléphone que vous alliez lui verser les 10 000 $ cet après-midi. Parbleu, c'était pour qu'il amène son reçu, hein? Monsieur Hornby, c'est bien vous qui aviez indiqué à votre parrain ce raccourci, où il ne passe jamais personne. Oui? Vous saviez que votre oncle avait un revolver dans son auto? Non. Menteur! C'est vous qui lui avez conseillé d'en acheter un et de l'avoir toujours à portée de la main quand il roulait. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin d'aller au-devant de lui? Je vous ai dit que c'était un pressentiment qui m'y avait poussé. Oui, j'imagine très bien ce qui s'est passé. Il vous voit sur la route, il arrête son auto. Vous lui dites que vous ne pouvez pas le rembourser, le ton monte, et il menace de vous faire vendre. Alors, vous prenez son revolver et vous tirez sur lui. Puis, vous maquillez votre crime en suicide. Et vous fauchez le portefeuille qui devait sûrement contenir le reçu. L'ennui, c'est que ce reçu n'était pas dans le portefeuille, mais dans une autre poche. Ce que vous racontez là ne tient pas debout. Dans ce cas, où étiez-vous à 3h21? Chez moi. Ma femme vous le confirmera. Soit, je l'interrogerai. En attendant, la séance est levée. Je vous convoquerai tous chez moi demain, ou après-demain, au plus tard. Quant au petit, naturellement, Brown, vous l'embarquez au dépôt pour vol de l'appareil photo. Hein. Et n'oubliez pas de prévenir les parents. Soyez tranquille, monsieur Carter. Le lendemain soir, Nick Carter était prêt à recevoir les 4 suspects. Je fis d'abord entrer le neveu, Arnold Joyce. Bonsoir, monsieur Carter. Bonsoir, cher monsieur. Alors, vous êtes toujours pour la version de l'assassinat? Honnêtement, je nage. J'ai convoqué les autres personnes qui tournent autour de la mort de votre oncle, mais sans grand espoir qu'une ultime confrontation donne grand-chose. On a développé les photos prises par votre oncle, oui. Elles vous reviennent de droit. Mais vous n'y prendrez peut-être pas plaisir. Pourquoi ça? Eh bien, parce qu'elles représentent mademoiselle Campbell se pavanant dans le beau jardin de la propriété de White Plains. Faites voir. Ah, elles sont très bonnes. Oui, mais elle, comme toujours, elle est grotesque. En tout cas, votre oncle avait du goût. Oui. C'est très joli. Oui. Cette grille et cette allée centrale entre 2 pelouses, là, avec cette énorme chêne, là, à gauche de la maison, et à droite, cette grande statue de marbre. Oui, n'est-ce pas? Un jour, j'aimerais en faire une aquarelle. Oui, entrez. Voici mademoiselle Campbell. Ah, qu'elle entre. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur Carter. Ah, je vois que vous avez fait développer les photos. Oui. Montrez vite. Ah non, Pourquoi? parce que tout ce que je peux vous dire, c'est que vous y êtes fort ressemblante. Et que je les ai montrées à l'employé du guichet à la gare de Brampton. Il m'a reconnu, n'est-ce pas? Non. Mais vous vous êtes bien adressé au même? Ah oui, je m'en étais assuré auparavant. Ce qui fait que vous n'avez pas pu contrôler mon alibi? Hélas, non, mademoiselle. Oui, entrez. On amène le jeune Teddy. Ah, qu'ils entrent. Bonsoir, monsieur Carter. Alors, vous avez pu vérifier l'alibi du gosse? Je suis allé au cheval qui plaire. Il y a effectivement une horloge derrière le comptoir. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Oui, mais l'ennui, c'est qu'elle est arrêtée depuis 6 mois. Et que depuis 6 mois, elle marque 6h15. Elle ne pouvait donc pas marquer 3h21 au moment où tu étais supposé y boire. Mais vous avez montré ma photo au patron? Ah oui, ça, ton visage ne lui a rien rappelé du tout. Oh, il m'a pourtant vu. Entrez. Ah, monsieur Hornby. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Carter. Alors, vous avez interrogé ma femme? Oui. Elle vous a confirmé que j'étais à la maison à l'heure de la mort de mon parrain. Oui. Mais je récuse son témoignage. Pourquoi ça? Parce qu'elle a peur de vous. Qu'est-ce que vous racontez? Elle avait un regard de bête traquée. Et elle a répondu à mes questions comme si elle récitait sa leçon. C'est une plaisanterie. Je plaisante si peu que je lui ai demandé comment s'étaient produites les ecchymoses qu'elle avait au visage.
Oh, elle m'a assuré qu'elle était tombée, mais j'ai interrogé vos voisins. Eux ne se sont pas gênés pour me dire que vous étiez une brute et que vous terrorisiez votre femme. Vous comprendrez que dans ces conditions, je tienne pour nul ce que vous l'avez obligée à me dire. Mais c'est faux! Ce qui fait que, si je comprends bien, Monsieur Carter, vous n'avez pu vérifier nos alibis ni aux uns ni aux autres. Hélas, non. Aucune confirmation pour personne. Mais il reste la thèse du suicide qui, elle, est étayée par des éléments psychologiques solides. Alors, Nick, Quoi? qu'est-ce qu'on fait? Oh, nous pouvons considérer l'enquête comme terminée. Pourquoi? Parce que je connais la vérité. Vous connaissez la vérité? Bon, naturellement, voyons, il suffit de réfléchir. Appelé au téléphone dans la pièce voisine, Nick Carter sortit de son bureau. En l'attendant, les conversations s'amorcèrent. Dans un coin, Arnold Joyce s'approcha du filleul. Dis-moi, j'ignorais que l'oncle t'avait prêté de l'argent. Faux jeton, va. Il te disait tout. Je te jure que non. En tout cas, s'il y en a une qui n'aurait jamais dû le savoir, c'est bien la Léonore, cette sale garce. Ah, je suis très embêté pour toi, oui. J'ai l'impression que Nick Carter a été très influencé par ce qu'elle lui a raconté. À mon sujet? Oui. Alors toi aussi, tu crois que j'ai tué ton oncle? Je ne crois rien, moi, mais je trouve ça embêtant. D'abord, je n'admets pas qu'on mette en doute les déclarations de ma femme. Tu as tort d'être mal avec tes voisins. Oh, ceux-là, je vais aller leur casser la gueule. Tu as toujours envie de casser la gueule à quelqu'un. Vous êtes des salauds, tous tant que vous êtes. En tous les cas, s'il y a un type qui a toujours été chic avec toi, c'est bien ton parrain. Lui, il valait pas mieux que les autres. Ah, tu n'as pas le droit de dire ça. Quand je pense qu'il va menacer de faire vendre mes meubles si je lui rendais pas ses dollars. Il ne l'aurait pas fait. Bon, avec ça. Tu dramatises toujours. Moi bien, toi, t'as la vie facile. Ah oui, mais si tu crois que je n'ai pas mes problèmes d'argent comme tout le monde. Ton oncle n'avait qu'une excuse, une seule. Oui, c'est que dans les mains de la bonne femme, il n'était qu'une pauvre chiffre. Voilà. Et si je peux te donner un conseil, méfie-toi d'elle. Non, pour ça, sois tranquille. Tu sais ce qu'elle a dit à Nick Carter? Non? Qu'elle s'était fait signer des reconnaissances de dette par ton oncle. Non. Je te le jure. Elle est drôlement bien conseillée, la garce. Mais si elle me cherche, elle va me trouver, pas plus tard que tout de suite. Mademoiselle! Laisse! Mademoiselle! Quoi? Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ces dettes de complaisance que vous vous êtes fait signer par mon oncle? Ah, je vois qu'on n'a pas été long à vous mettre au courant. Savez-vous que ça peut vous mener toujours en prison, ce petit jeu-là? Vraiment? Héritage déguisé, ça coûte cher. Tenez-vous tranquille. J'ai le droit de rentrer dans mon argent et vous me rembourserez jusqu'au dernier sou. Si je comprends bien, la mort de mon oncle vous arrangerait plutôt. Pour ça, oui, admirablement. Et si vous croyez que c'est agréable, les assauts d'un vieillard de 75 ans... Vos secrets d'alcôve ne nous intéressent pas. Et puis, c'est plutôt flatteur de penser qu'il s'est suicidé pour moi. Suicidé? Quoi? Oui, et Nick Carter est persuadé qu'il a été assassiné. Et alors? Alors vous avez peut-être menti d'un bout à l'autre. N'oubliez pas que votre alibi est nul. Il n'y a pas que le mien. En tout cas, si Nick Carter a découvert la vérité, vous pouvez vous attendre au pire. Attention, voilà. Veuillez m'excuser. On vient de me téléphoner pour une nouvelle affaire. Nous allons donc liquider celle-ci au plus vite. Hein? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez découvert le ou la coupable. Peut-on savoir de qui il s'agit? Mais de vous, monsieur Joyce. Quoi? Moi? C'est une plaisanterie. Bah, hélas, non, monsieur Joyce. C'est vous qui avez tué votre oncle. Vous êtes fou! Oh non, parfaitement lucide. Je me suis renseigné sur vous. Et j'ai découvert qu'en dépit des apparences, vos affaires étaient dans une situation particulièrement critique. Il vous fallait des dollars au plus vite. D'autant plus que vous avez une maîtresse qui vous a fait pendant votre absence bien des infidélités, en raison précisément de votre manque d'argent. À votre retour, elle ne vous cache pas sa conduite. Cependant, envers et contre tout, vous voulez garder cette femme. C'est alors que vous pensez à l'héritage de votre oncle. C'est faux! Vous lui téléphonez. Et il vous apprend qu'il vient d'acheter une propriété. Il vous demande d'y aller au plus vite pour examiner son jardin en vue d'améliorations éventuelles. Il ajoute qu'il vous rejoindra après être passé à 3h30 chez son filleul. Aussitôt, votre plan est fait. Vous savez que pour aller chez David Hornby, il prend toujours un raccourci où ne passe jamais personne. Vous allez l'attendre sur le chemin et, quand vous apercevez sa voiture, vous lui faites signe. Il s'arrête, étonné. Vous vous asseyez à côté de lui et, sans avoir l'air de rien, votre main se glisse vers le revolver et vous lui tirez une balle dans la tempe droite. Puis vous traînez le corps hors du chemin, jusque dans les bruyères, et vous glissez l'arme dans la main droite de votre victime. Et le portefeuille, alors? C'est moi qui l'aurais pris? Oui, pour faire croire, en cas de doute, à un crime crapuleux. Puis vous rentrez à New York. Vous n'êtes jamais allé à White Plains. C'est faux! J'y étais au moment du suicide. Vous n'êtes jamais allé à White Plains. Et c'est ça qui m'a ancré dans l'idée que c'était vous, l'assassin. Je voudrais bien savoir comment vous avez pu imaginer une chose pareille. Mais d'abord, un premier indice. Je vous demande si la nouvelle maison est en meulière ou en pierre de taille.
Or, vous éludez la question, étant visiblement dans l'incapacité d'y répondre. Alors, à qui fera-t-on croire qu'un architecte de métier ne remarque pas du premier coup d'œil si une maison, qui en plus sera la sienne un jour, est en meulière ou en pierre de taille? Premier indice qui me met la puce à l'oreille. Ah oui, ensuite? Eh bien, vous sortez de votre poche, soigneusement amenée pour la circonstance, 2 lettres de votre oncle pour me prouver que la thèse du suicide est la seule valable. Ça, je ne vois pas en quoi cela peut être un indice de culpabilité. Je n'ai jamais informé la police d'Hastings que je mettais en doute le suicide. Elle n'a donc pas pu vous en faire part. Si vous étiez innocent, pourquoi seriez-vous venu à moi avec des lettres destinées à me convaincre du suicide? Non, vous seriez arrivé les mains vides et c'est avec étonnement que vous auriez appris que je flairais un assassinat. Vous vous êtes vendu en voulant trop bien vous défendre. Ah oui, c'est tout? Non. Un 3e indice est venu, pour finir, confirmer les 2 autres. Et il m'a été fourni par les photos prises par votre oncle. Par les photos? Comment ça? Eh bien, Lisbeth me montre le cliché pris par l'agence. Et je vois la maison avec un gros chêne à droite et une statue à gauche. Je fais développer les photos de votre oncle, mais je demande qu'au tirage sur papier, on tire les épreuves à l'envers, de telle sorte que sur les photos que vous admirez avec moi, le chêne se trouve à gauche et la statue à droite. Si vous aviez réellement passé 1h30 dans la propriété, vous vous seriez écrié tout de suite, mais ces photos sont à l'envers. Mais vous ne vous êtes aperçu de rien, tout simplement parce que vous n'êtes jamais allé à White Plains, et qu'à l'heure du crime, vous étiez bel et bien dans la forêt d'Hastings, en train d'assassiner votre oncle. Oh, il se trouve mal. Ouvrez la fenêtre. Oui. Ouvrez la fenêtre. Oui. Un évanouissement qui équivaut à un aveu, n'est-ce pas, Nick? Eh oui. Ah, votre idée des photos inversées, c'était pas bête. Vous me flattez, monsieur Hornby. Grâce à une photo, et sans s'en apercevoir, un assassin avoue son crime. Décidément, le produit qu'on emploie pour développer les clichés porte bien son nom. Ah oui? Lequel? Du révélateur, mademoiselle. Dans la série Les exploits de Nick Carter, le détective américain, vous venez d'entendre Le mystère de la forêt d'Hastings, texte de Jean Marcillac. C'est une production de Maurice Renaud. Chef opérateur du son, René Cambien, collaboration technique Roger Amiot, bruitage Géo Valery, assistant Jean-Louis Mouret et Nicole William, réalisation Gilbert Cazeneuve. Avec, dans le rôle de Nick Carter, Michel Gatineau, Patsy Jacques Couturier, Léonore Dominique Davray, Lisbeth Janine Fornet, David Hornby, Jean Berger, Arnold Joyce, Serge Sauvion, Teddy Maurice Barnet, Brown, Pierre Peloux.